Bonjour à toutes et à tous. Alors j'ai démarré ma présentation d'une manière peu conventionnelle, par la fin, avec les messages que j'aimerais que vous retiriez et avec lesquels vous repartiez à la fin de cette présentation, et également que vous gardiez en tête pendant les 20 prochaines minutes. Le premier message, c'est l'importance de se sentir concerné en tant que dev, de sa machine en local jusqu'à la production. Voilà, ça c'est la partie ensemble jusqu'en prod. Et le deuxième message, c'est que vous pouvez faire des choses, vous pouvez faire des ateliers, vous pouvez faire des... Voilà, il y a plein de trucs qu'on peut faire pour transformer sa culture, et en l'occurrence, pour nous, la définition et la vision terminée. Donc c'est la deuxième partie. Donc je ne vous ai pas trop spoilé, c'était dans le titre. Maintenant, pourquoi je vous raconte ça? En fait, on avait eu pas mal de problèmes. Le premier problème qu'on avait, c'était qu'on restait bloqué pendant des mois et des mois sur des fonctionnalités, et on n'arrivait pas à les livrer. Deuxième problème, c'est qu'on avait des problèmes de qualité. Et troisième problème, c'est qu'on on galérait souvent à gérer des incidents en production. Donc c'est des problématiques que je pense qui sont partagées par pas mal de monde. Alors si vous n'avez pas ces problèmes, ce que je vous invite à faire pendant votre prochaine réunion d'équipe, c'est de regarder à gauche, regarder à droite et vous demander laquelle de ces personnes vous permet de ne pas avoir ces problèmes. Si vous ne voyez pas quelle personne vous empêche d'avoir ces problèmes, c'est peut-être vous. Donc moi pour ma part, ces problèmes je les ai eus malheureusement. Je m'appelle Thibaut Rillet, je suis fondateur et CTO d'une startup dans les énergies renouvelables qui fête ses 6 ans aujourd'hui même. Et ces problèmes, comme je disais, on les a eus malheureusement. Mais j'ai la chance d'avoir une super équipe qui est motivée pour apprendre, pour voir des nouvelles choses. Et donc on n'a pas eu peur de regarder ces problèmes en face. Donc c'est ce que je vous propose de faire. Regardez les problèmes, regardez ce qu'on a essayé de faire pour les résoudre et analyser est-ce que ça a marché, pas marché, et ensuite conclure là-dessus. Premier problème qu'on avait, des problèmes de délai, des problèmes de livraison. Alors pour l'anecdote, à l'époque on travaillait sur un système de facturation, on se disait bon ma facturation c'est facile, quantité fois prix, on génère ça dans un PDF et on rentre à la maison. Oui, mais qu'est-ce qui se passe quand on rajoute les taxes? Qu'est-ce qui se passe quand on n'a pas encore toutes les données? Qu'est-ce qui se passe dans tel cas particulier? Et à chaque fois on rajoutait des conditions et on livrait jamais. Et toutes les semaines on avait les commerciaux qui venaient nous demander bon alors vous en êtes où dans le développement? On disait ah il nous reste juste tel cas particulier à traiter. Donc pour ceux à qui ça parle, ça c'est un lead time long. Et pour ceux à qui ça ne parle pas, le lead time, c'est le temps écoulé entre le moment où on démarre quelque chose et le moment où on le clôture. Donc là-dessus, je vous invite à lire Accelerate, si c'est quelque chose qui vous intéresse. Si ce n'est pas le seul sujet qui est traité, mais en tout cas, ça vous explique, entre autres, pourquoi c'est important. Et dans notre cas, les conséquences de ça, c'est qu'on avait un produit qui stagnait, on avait peu de nouveautés, et puis on n'avait pas de feedback, on ne savait même pas si ce qu'on faisait, ça allait dans la bonne direction. Un deuxième problème qu'on avait, c'était des imprécisions, des problèmes de qualité. Un truc qui est arrivé à un moment, c'est qu'on avait un dev qui dit « Ah ça y est, j'ai terminé, il dit au product owner, tu peux aller checker comment ça se passe en recette. » Donc le PO se bloque un créneau pour aller regarder, et ensuite il va voir, et la stack tourne même pas. C'est-à-dire que la personne s'était même pas dit « Ok, je vais déployer dans un environnement, et il va se passer des choses derrière, au-delà de mon PC. » Et voilà, le classique, je comprends pas, ça marche sur mon poste. Les problèmes de ça, c'est déjà il y a un flux qui est bloqué, parce que la branche principale, maintenant, elle est corrompue, elle a une version qui ne fonctionne pas forcément. Et également, il y a une duplication du travail. C'est-à-dire qu'on a fait une fois le travail, il y a une personne qui va potentiellement vérifier, on va refaire la chose, et puis voilà, on fait les choses plusieurs fois. Ça me rappelle un autre bouquin que j'ai lu récemment, de l'Intech Manifesto, qui mentionne l'idée du first time right, donc correct du premier coup. Voilà, on était plutôt first time wrong, et c'est pas terrible. Et un dernier problème, ou plutôt risque, c'est celui de la centralisation. Là, un jour, j'étais en réunion, en visio, et puis j'ai quelqu'un qui m'envoie un message sur Slack qui me dit « Ah, il y a un problème, il y a un user qui n'arrive pas à se connecter. » Donc moi, je profite d'être en visio pour aller regarder un petit peu les logs, copier-coller les logs, les envoyer. Et là, je me dis « Il y a un truc qui ne va pas. Si je suis obligé d'aller regarder les logs, les copier-coller, les envoyer pour que les devs puissent ensuite les analyser, il y a un souci. » Et je me mets à penser à tout ce que je centralise. Et en fait, c'est un gros problème, parce que s'il m'arrive quelque chose, tout le projet est en péril, et puis du coup, les devs ne sont pas autonomes, et ça pose un certain nombre de problèmes. Également, ça va contre un certain nombre de bonnes pratiques de l'industrie, la tendance DevOps, Utility to Unit, toutes ces choses-là. Donc finalement, je me suis dit, bon, je vais contre les bonnes pratiques de l'industrie, livrer vite, livrer bien, et autonomiser les devs. Donc, top le CTO. Mais bon, je ne suis pas complètement naze non plus, alors j'ai essayé de mettre en place des choses pour essayer d'aller vers du mieux. Des présentations, essayer d'apporter les apports techniques, organisationnels que l'équipe n'a peut-être pas, sur les différents sujets que moi j'ai pu avoir identifiés.
essayer d'apporter ça avec d'autres voies, des book clubs. Voilà, on sélectionne des articles, on sélectionne des livres, et puis de semaine en semaine, on les lit, on en discute. Des participations, des conférences, en présentiel, en distanciel, pour voilà, faire vivre la communauté et puis avoir encore une fois une autre voix. Et puis essayer de mettre en place des process pour appliquer tout ça. Bon, est-ce que ça a marché? Là, vous doutez de la réponse parce que ça fait 5 minutes que je parle. Succès mitigé. Les présentations et les conférences, le problème, c'est que c'était trop éloigné de leur quotidien. C'est-à-dire qu'on faisait des apports, ils voyaient des choses, c'était super intéressant, mais on ne voit pas avec quoi partir concrètement dans son quotidien. Et ça fait que, en fait, on ne sait pas quoi en faire. Pour les livres, c'est un problème un peu plus subtil, qui était que les livres et les articles qui étaient sélectionnés étaient généralement pas des livres et des articles qui permettaient de résoudre les problèmes que moi j'identifiais. C'était des livres ou des articles qui adressaient des bonnes pratiques, qui sont par ailleurs super intéressants, mais qui adressaient pas ces problèmes. Donc en fait, on n'avait pas la même vision des problèmes, ni de ce qu'on pouvait faire pour les résoudre. Et puis les process, bon, quand on n'est pas ligne sur le pourquoi, ça sert pas à grand chose. Voilà, succès mitigé donc. Et donc, j'ai réfléchi, n'essayez pas ça chez vous. Je me suis mis un petit peu en retrait, je me suis dit finalement, ok, moi dans ma posture et dans mes attributions de lead, qu'est-ce que je dois faire et qu'est-ce que je souhaiterais par rapport à ces problématiques? Moi je souhaiterais livrer en continu. Moi je souhaiterais responsabiliser les équipes, que les équipes se sentent responsables de ce qu'elles produisent. Moi je souhaiterais autonomiser les équipes sur les problématiques de prod. Et en fait en disant ça et en le posant de cette manière, je me suis dit, finalement, le problème c'est qu'on n'a pas la même définition de terminer. Je m'explique. Si on galère à livrer en continu, c'est parce que on enchaîne les sujets et le travail en cours sans aller jusqu'à la prod. Parce que on n'a pas la même définition de terminer. Pour moi, terminer, ça veut dire que c'est en prod. Si on fait des imprécisions, on a des problèmes de qualité, c'est parce que terminer, pour certains, c'est sur sa machine et ça fonctionne sur sa machine, mais c'est pas en prod. Et donc du coup, potentiellement, les effets de bord que ça peut avoir ne sont pas traités. Si on a des problèmes de centralisation, c'est parce que c'est un peu la suite du point précédent, les personnes ne se sentent pas concernées par ce qui va en prod. Donc voilà, on n'a pas la même définition de terminer. Terminer pour moi, ça veut dire c'est en prod, ça fonctionne en prod, ça continue de fonctionner en prod et ça permet à d'autres choses de continuer de fonctionner en prod. Donc je me suis posé un peu avec une personne de mon équipe un peu plus expérimentée, donc Rémi si tu nous regardes. Je me suis dit, on va banaliser une journée pour essayer de consolider tout ça. Donc vraiment, j'ai dit, ok, cette journée, on ne va pas produire quoi que ce soit, on va juste essayer d'apprendre ensemble. Et donc, voilà, ça c'était notre to-do list d'objectifs. Premier objectif, consolider les apprentissages. Parce que mine de rien, pendant cette année, j'ai une équipe qui est super motivée, qui est super volontaire, qui va apprendre plein de trucs et qui a appris plein de trucs. Maintenant, c'est l'occasion d'essayer de les consolider, parce que c'est quand même rapproché, c'est quand même proche de ce qu'on fait finalement quand même. Deuxième point, faire des petits incréments. Ça, c'est un peu la suite de ce que je viens de vous dire. Essayer de faire un truc dans lequel on fait des petits incréments et on les envoie vraiment en prod. Et à chaque fois, des petits incréments qui partent réellement en prod. Troisième point, troisième objectif, diffuser les compétences. On a des compétences sur la prod, on a des compétences sur le front-end, sur le back-end. Voilà, on a tout plein de compétences dans l'équipe. On va essayer de les diffuser et les partager. Et dernier point, tester un mode d'apprentissage collectif parce que c'est toujours chouette d'apprendre ensemble. On a fait tout ça en mob programming. Le mob programming, qu'est-ce que c'est? C'est une manière de coder en équipe où en fait il y a une personne qui est derrière son PC, les autres lui dictent ce qu'il ou elle doit écrire, et ensuite toutes les X, par exemple 20 minutes, on tourne, la personne qui est au clavier change. Voilà, donc il y a des différentes saveurs de ça, on peut changer quelques détails, mais fondamentalement, c'est ça. Pourquoi ce choix du mob programming? Déjà parce que c'est rigolo. Ensuite, parce que ça permet à tout le monde de passer derrière le clavier et de toucher à des choses qu'ils ou elles n'ont pas l'habitude de faire. Et donc en fait, pour cet objectif de diffuser des compétences, c'est vraiment top. Je fais un petit aparté pour faire une pub pour un outil que je trouve très chouette pour faire du mob programming par Adrien Minspelen. Si vous voulez en faire, c'est super sympa. Bon, concrètement, qu'est-ce qu'on a fait pendant cette journée? L'idée, c'était quand même de faire un truc qui n'est pas trop éloigné de notre prod. Donc du coup, en amont, j'ai préparé une infrastructure cible qui est une version simplifiée de notre prod sur laquelle on va déployer un truc. Donc l'idée, c'est d'avoir une application. Juste avant, je vous ai montré une to-do list, c'est un teaser. Donc une application, c'est une to-do list, grand classique d'exercice de programmation, qu'on va mettre dans un conteneur,
qu'on va déployer sur une instance. Cette instance, elle est accessible dans un réseau privé virtuel à travers une public gateway et accessible, l'application est servie à travers un load balancer. Donc l'idée, c'est de faire un truc, on aurait pu faire beaucoup plus simple, mais c'était quand même l'idée de partager quelque chose qui se rapproche de ce qu'on fait au quotidien dans nos applications et dans notre production. Donc le jour J arrive, l'équipe se rassemble, on prend notre café, je leur explique le programme de la journée, on va coder une petite application, on va la déployer en production, et idéalement, si on peut, on va réitérer et redéployer quelque chose en production. Donc mine de rien, une journée pour faire ça, c'est pas si long que ça, surtout quand on a des personnes qui n'ont pas toutes et tous les mêmes compétences, notamment sur l'infrastructure. Donc on se lance, 9h30, c'est parti. Donc on ouvre l'IDE, et on bootstrap le projet, React Redux parce que c'est ce qu'on fait en prod, et on essaie de faire ça en clean architecture et TDD parce qu'on a vu des bouquins, on a fait des katas là-dessus pendant l'année. Donc clean architecture, ça pourrait faire l'objet d'un talk, mais si je vous la fais en 5 secondes et les puristes ne vont pas aimer. De l'injection de dépendance qui permet entre autres de faire des applications en mémoire dans le contexte du front-end sans avoir besoin de back-end. Le TDD, Test Driven Development, on en a un peu entendu parler avant. Fondamentalement, pareil, mais c'est le fait d'enchaîner des étapes où on fait du test, on fait l'implémentation qui fait passer le test, on refactor et on essaie de faire en sorte que les étapes soient les plus petites possibles à chaque fois. Donc on fait ça, on avance, on fait notre application, et au bout de quelques dizaines de minutes après avoir bootstrappé le projet, on a cette œuvre d'art. Voilà, c'est une to-do list, et on peut cocher et décocher des choses. C'est la version minimale de ce qu'on s'est dit, qu'est-ce que c'est une to-do list. Une to-do list, c'est un truc dans lequel on peut décocher des choses. Et on s'arrête là. On ne se dit pas, oui, on va faire un truc de dingue par-dessus. Non, on a cette version-là, c'est une version d'une to-do list, et on va envoyer ça en prod. Et donc, on se lance là-dedans. Donc on a des tests, et on va essayer de les exécuter quelque part pour ensuite aller déployer notre application. Donc avant de faire du déploiement continu, on fait de l'intégration continue. Donc on crée un projet Git. Sur notre projet Git, on crée une GitLab CI. Donc au passage, ça permet de partager ses notions et ses compétences sur ça. Donc on a des tests merveilleux, on les exécute, ils passent. Maintenant, comme j'ai dit, on voulait conteneuriser notre application pour que ce soit plus proche de ce qu'on fait en production. Donc on rajoute ça dans une étape, et on profite du fait que GitLab propose un GitLab registry, un Docker registry, pardon, pour publier notre Docker sur ce registre. On ne cherche pas à faire un truc de dingue, on fait une image Docker la plus simple possible, on prend une image de base qui existe et on y met notre application par-dessus. Bon, maintenant on a une image, il va falloir l'utiliser quelque part. Donc sur le PC en local, on crée un compose dans lequel on rajoute notre image Docker de l'application qu'on a buildée, et donc on va la télécharger et l'exécuter. Donc là, cette étape sur le PC en local, on a un Docker Compose qui permet de télécharger l'image, l'exécuter, et donc qui permet d'exécuter l'application que vous avez vue un peu plus tôt. Maintenant, si on veut mettre ça à jour, comment on fait? Il faut retélécharger l'image et ensuite la réexécuter. Donc c'est beaucoup trop de travail, on ne veut pas faire ça, on veut automatiser. Pour ça, on rajoute un utilitaire, il y en a plein qui existent, mais là on rajoute Watchtower. Qu'est-ce que ça fait Watchtower? Ça regarde, ça surveille le registre GitLab, ça regarde est-ce qu'il y a une version qui est plus récente que celle que moi j'ai. S'il y en a une, je la télécharge, j'arrête le conteneur d'à côté et je redémarre avec le conteneur que je viens de télécharger. Voilà, donc là, il est midi, les ventres gargouillent, et on en est où? On a sur le PC en local un Docker Compose sur lequel on a notre application et quelque chose qui permet de surveiller s'il y a des nouvelles versions de notre application. Donc là, si on teste ça, on peut faire un commit là-bas et ensuite ça va mettre à jour notre application. Maintenant, si vous avez remarqué, on est toujours sur le PC en local. Il serait temps de passer quelque chose en production. Et donc, c'est la tâche à laquelle on s'est attelé dans l'après-midi. Alors là, on est un petit peu sorti du mob programming parce que tout le monde n'avait pas ces notions de Terraform et c'était un petit peu compliqué. Donc Terraform, c'est un outil d'infrastructure as code qui permet de décrire une infrastructure avec du code. C'était dans le nom. Et donc en fait, on va décrire les load balancers, les instances, les private gateways, comment on les connecte entre eux. Et ensuite, ça permet de déployer ça, déployer une infrastructure et l'approvisionner. Donc là, on a passé pas mal de temps finalement à s'aligner, à discuter sur le système, sur le réseau, sur ce que c'est une instance, comment ça fonctionne, etc., etc. Et on y a passé pas mal de temps. Mais à la fin, on avait une infra cloud
qui avait été provisionnée par Terraform, sur laquelle on est allé déposer notre Docker Compose et on avait notre super application en production. Donc là, il était 16h30, on était super contents, on avait une application en production avec tout un pipeline un petit peu compliqué, mais notre to-do list, elle est quand même un peu pourrie. Donc du coup, il était temps de faire une itération pour essayer de l'améliorer. Et on s'est dit, bon, bah, qu'est-ce que c'est la prochaine étape? Dans une to-do list, on s'est coché et décoché des items. Maintenant, bah, ce serait bien de pouvoir au moins en rajouter un. Donc c'est ça qu'on a fait. On repart dans un cycle, TDD, etc. Et on rajoute une fonctionnalité. Encore une fois, je vous laisse admirer l'œuvre d'art. On peut cliquer là pour ajouter une feature et on peut même la cocher ou la décocher. Voilà, donc c'est une amélioration de ce qu'on avait fait avant. Et c'est indéniablement mieux qu'avant. Est-ce que c'est parfait? Non, mais c'est mieux. Maintenant, bah, cette fonctionnalité, il serait temps de la déployer. Donc pour rappel, en prérequis, on a une infrastructure qui est provisionnée via Terraform sur le cloud. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on a à faire? On commit sur la branche principale, les tests s'exécutent, ils sont ouverts, ça tombe bien. Maintenant, il y a une nouvelle version qui est publiée sur le registre. Watchtower va détecter qu'il y a une nouvelle version. La version est mise à jour sur le compose et c'est en production. Et là, je ne vous cache pas qu'il y avait une certaine émotion dans les yeux de l'équipe. Pas de pleurs malheureusement, mais quelques cris discrets. Blague à part, ça a vraiment quand même démystifié ce truc de la production. Et se dire, bah oui, ok, la production, c'est pas un truc magique qu'on n'est pas capable de comprendre. Et également, ça a démystifié l'intérêt de faire des petits incréments qu'on livre jusqu'à la prod. Parce que là, on s'est dit, en fait, quand j'ai huilé tout le process pour pouvoir envoyer des choses en prod facilement, et c'est génial, je peux juste faire un truc un peu pété au début et puis continuer à l'améliorer. Donc là, c'était beau et tout le monde était content. 17h, c'était l'heure pour nous de nous quitter, chacun rentre chez soi, mais nous, entre nous, on va faire le bilan. Alors évidemment, tout le monde n'est pas devenu DevOps senior du jour au lendemain, ça c'est une évidence, mais j'ai eu pas mal de monde qui m'a demandé ensuite plus d'accès à la prod, comprendre un peu des notions système, des notions réseau, et donc ça c'était chouette parce que ça déclenchait plein de discussions. Et également, ça a renforcé la culture des petits incréments. C'est-à-dire que suite à ça, on entend assez régulièrement est-ce qu'on ne peut pas faire un truc plus petit qu'on pourrait envoyer jusqu'à la prod? Et ça, c'est plutôt chouette. Maintenant, est-ce que ça a résolu nos problèmes? Je vous rappelle nos problèmes initiaux. On avait des délais, des problèmes de délai, des problèmes de livraison. On nous demandait alors vous en êtes où? Maintenant, ce qu'on entend, c'est plutôt bah voilà, je l'ai envoyé en prod, t'en penses quoi? Et donc ça, c'est chouette parce que bah, en fait, à travers les petits incréments, on limite le travail en cours et ça nous permet de livrer plus souvent et plus en continu. On avait des imprécisions. Avant, on disait ça marche sur mon poste. Maintenant, les personnes se sentent plus responsables de ce qu'elles proposent. Elles disent bah, moi j'ai vérifié, jusque là où j'en suis, pour moi c'est OK. Donc elles engagent leur responsabilité, ça dégrippe pas mal les process. Et avant, bah, les personnes ne savaient pas accéder à la prod. Maintenant, elles peuvent dire attends, je vais voir, je vais regarder ce qui se passe. Et bah, c'est chouette parce que je peux partir en vacances. Maintenant, je vais être honnête, on a encore des problèmes de temps en temps de livraison, même des fois on est à l'extrême inverse où on essaie trop vite de pousser et on ne fait pas assez de conception. Ça arrive encore qu'on fasse des erreurs et ça arrive encore qu'on se rende compte qu'il y a des choses qui soient centralisées. Mais c'est mieux. Et c'est ça qui est important. Cet atelier, on l'a fait il y a à peu près 2 ans, donc c'est quand même assez vieux. Mais ça a quand même inscrit pas mal de choses. Entre autres, ça a changé quelques-unes de nos pratiques techniques. On a beaucoup plus d'outillage qui permet aux prod, aux devs d'accéder à la prod et d'intervenir en prod. Et côté pratique organisationnelle, un truc un peu marrant, c'est que le mob programming c'est pas inscrit, mais par contre le pair programming c'est beaucoup plus démocratisé suite à ça. Et également ce côté, comme je disais, la culture des petits incréments. Maintenant, moi, les messages avec lesquels j'aimerais que vous repartiez, je les ai dit en introduction. Le premier, c'est l'importance que toute l'équipe de dev se sente concernée, du local jusqu'à la prod. Et le deuxième, finalement, c'est plus le cheminement. Refaites ça chez vous, refaites ça avec vos problèmes, vous les identifiez. Vous essayez des trucs, ça marche pas, vous essayez des trucs, mais en chemin, vous apprendrez sûrement plein de choses. Et à la fin, l'importance de consolider. Tout ça est en équipe, parce que c'est beaucoup plus fort quand on fait ça ensemble. Donc pour nous, ça nous a permis de transformer notre vision et notre définition de ce que ça veut dire terminer, et on a fait ça ensemble, et maintenant ça permet de faire ça jusqu'à la prod.
Je vous remercie et si vous voulez me retrouver sur les réseaux, vous pouvez scanner ce QR code.